Alors, dans les anciens cours, on avait vu le diagramme de cas d'utilisation qui présentait les acteurs et les cas d'utilisation qui expriment globalement ce qui se passe dans un système d'information. Dans le cours suivant, on avait vu le diagramme de séquence qui présente les acteurs ou peut-être les objets et le déroulement des messages entre ces acteurs-là et via des lignes de vie. Ça veut dire que les envois de messages et les réponses à ces messages se font d'une façon chronologique. On avait vu les types de messages qu'on peut avoir sur un diagramme de séquence. Voilà, sur un diagramme de séquence. Mais on avait des difficultés lorsqu'on avait des conditionnels. Cette représentation-là, elle devient difficile. Il fallait numéroter les messages et voir la hiérarchie de ces messages-là. Un autre diagramme qui est capable d'expliquer ou de détailler pour un développeur de détailler un cas d'utilisation dans un diagramme. Ça peut être objet d'une méthode pour expliquer une méthode. C'est le diagramme d'activité. Alors c'est quoi un diagramme d'activité? Diagramme d'activité, ils permettent de mettre l'accent sur les traitements. Ils sont adaptés à la modélisation du cheminement de flux de contrôle et de flux de données. Quand je dis le flux de contrôle, ça veut dire que pour chaque message, il y a un maître et un esclave. Par exemple, vous appelez quelqu'un au téléphone, tant que son téléphone sonne, personne ne peut l'appeler. Alors vous êtes maître dans le message, vous êtes maître, et le récepteur, il est esclave. Ça veut dire que vous avez le flot de contrôle à un certain moment. Après quelques secondes, qu'est-ce qui se passe? Soit vous passez à la boîte vocale, au serveur vocal, soit, ça dépend de la configuration de son appel, soit vous êtes coupé. Et là, il ne devient plus esclave. Ils permettent ainsi de représenter graphiquement. On avait dit que toute la modélisation UML, elle est basée sur des diagrammes. La représentation graphique via un diagramme vous évite à l'équipe de comprendre différemment chacun de son avec la façon avec laquelle il a expliqué le texte du cahier de charge ou autre, le modèle ou le diagramme qui vous permet une lecture unique. Tout le monde sait lire le diagramme de la même façon, graphiquement, le comportement d'une méthode ou le déroulement d'un cas d'utilisation. C'est ce qu'on vient de dire. Son utilisation dans la phase de conception. Les diagrammes d'activité sont particulièrement adaptés à la description des cas d'utilisation. Plus précisément, ils viennent illustrer et consolider la description contextuelle des cas d'utilisation. Alors, de quoi est composé un diagramme d'activité? 1. Premier principe, c'est l'action. Alors, une action est le plus petit traitement qu'on peut modéliser dans UML. Ce sont des étapes concrètes à partir desquelles le comportement se construit. Par exemple, je dis introduire, je fais par exemple le retrait d'un gap, le retrait d'argent d'un guichet automatique. Je mets le code, ça c'est une action. Elle va aboutir vers une autre action. Quoi? Affichage du menu. Une fois que c'est fait, je clique sur retirer argent. C'est une action. Et ainsi de suite. Toutes les étapes du comportement, toutes les étapes qui sont concrètes, mesurables et qui précisent une action soit par l'utilisateur, soit par le système, soit pour autre chose, ça s'appelle des actions. Alors la notion d'action est rapprochée à la notion
d'instruction de code. Attention, d'instruction de code. Dans un langage de programmation. Ça peut être, bon, ici, on a pris l'exemple de l'explication d'une méthode, d'une fonction en programmation, une affectation de valeur à des attributs, un accès à la valeur d'une propriété, la création d'un nouvel objet, un calcul arithmétique, l'émission d'un signal dans le cas de l'informatique industrielle, la réception d'un signal, et ainsi de suite. Une action, c'est quelque chose qui se fait, mesurable, et c'est une étape par laquelle on passe à une autre étape. Alors, les types d'actions, il y en a plusieurs. Ici, par exemple, l'action appelée, l'action envoyée, l'action acceptée. Alors, ces types d'actions sont beaucoup plus utilisés dans l'informatique industrielle, par exemple, dans les automates programmables, comme une machine à café, un ascenseur, et ainsi de suite. Mais on va en parler quand même. Telle opération, elle correspond à l'invocation d'une opération sur un objet, de manière synchrone ou asynchrone. Alors la manière synchrone ou asynchrone, synchrone par exemple, vous avez effectué un appel téléphonique, c'est une opération c'est une opération synchrone ou asynchrone? Hein? Synchrone, parce que le récepteur, hein, il est occupé tant que l'émetteur ne l'a pas lâché. Quand vous envoyez un SMS, le récepteur il est libre. Il peut le lire quand il veut, ce SMS-là. C'est une opération asynchrone. L'action envoyée, cette action crée un message et le transmet à un objet. Ce n'est pas un message SMS ou WhatsApp, non. C'est un signal, ça peut être une demande, ça peut être une création d'objet, ça peut être... Elle envoie... Elle crée un message et le transmet à un objet cible où elle peut déclencher un comportement. Par exemple, dans le cas du feu rouge. L'action appeler un événement, à votre avis, plutôt accepter un événement, ça doit être quoi? C'est l'exécution de cette action bloque l'exécution en cours jusqu'à la réception du type d'événement spécifique, qui est généralement un signal. Par exemple, détecter un feu vert. L'action accepter appel. Il s'agit d'une variante de l'action accept event pour les appels synchrones. Par exemple, dans le cas du multithread, vous savez que les langages de programmation de 4e génération, un langage normal, il s'exécute de haut en bas. Ça veut dire que il s'exécute de haut en bas. Je peux, dans certains langages de programmation, créer des threads. Ça veut dire que je lui dis, tu exécutes ce bout de programme, et en parallèle, tu exécutes un deuxième bout de programme, et le processeur, il les exécute tous les deux. Je lance l'exécution de celui-là, je lance l'exécution du deuxième, et une partie du premier programme, il attend l'exécution du deuxième programme. C'est possible. Attendre l'autorisation ou autre. Bon, j'ai pris un exemple. Ici, action répondre. Cette action permet de transmettre un message en réponse à la réception. Ça, c'est simple. À la réception d'une action de type accept call. Créer, c'est pour créer, instancier un objet. Détruire, c'est pour détruire un objet dans le programme. Lever exception, c'est la gestion des erreurs. Ça veut dire, vous lui dites le try catch que vous connaissez dans le langage de programmation. Lorsque vous trouvez une erreur, vous le
le programme le remet vers un message, le met sur un fichier LOD qui l'ouvre et qui enregistre l'erreur, et ainsi de suite. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est une action de raise exception. Ici, c'est pratiquement tout ce que vous voyez ici. On ne les utilise pas dans le diagramme d'activité fonctionnelle qui décrivent le comportement fonctionnel du système d'information, mais plutôt on est dans ce détail-là lorsque on est en train d'expliquer le comportement d'un programme ou d'une méthode. Ce qui nous intéresse ici, c'est ça. Alors, une activité décrit un comportement, définit un comportement décrit par un séquencement organisé d'unités dont les éléments simples sont les actions. Alors, j'ai une action et le résultat de l'exécution de cette action, je dois le décrire par une activité. Alors, ces activités-là, on va le voir tout à l'heure dans un exemple global. Ça, c'est un nœud d'action, un nœud objet. Ça, c'est l'action elle-même, finalement. Ça, c'est un nœud d'objet, si je dis que c'est un objet qui sera créé. Et ça, c'est des nœuds de contrôle. Celui-là, par exemple, c'est une barre de fusion ou de bifurcation. Ça veut dire que lorsque j'ai deux messages, deux actions qui doivent s'exécuter pour que je puisse en sortir une ou plusieurs actions, je les regroupe comme ça, dans cette barre-là. Je mets une flèche ici et une flèche là. D'accord? Ça peut être une barre de bifurcation. Ça veut dire que j'ai par exemple un message qui vient là et qui en sort deux actions qui vont s'exécuter en parallèle. Ça, c'est des nœuds d'arrêt. Un qui va servir pour dire que le processus a commencé. Un qui va dire que le processus s'est terminé normal, ça veut dire la fin du process. Et un qui dit que le process s'est arrêté d'une façon anormale. D'une façon anormale. Alors, j'ai pas mal de transitions ici. Il y a certaines... moi, ce qui m'intéresse, c'est cette action-là, le nœud d'action Accept Time Event. Si vous voulez préciser qu'on doit avoir un timeout, par exemple de 10 secondes, on le représente comme ça, comme dans l'exemple que vous voyez ici. Mais je vais expliquer en regardant ce schéma. Alors regardez, comment je pourrais lire, ça c'est un exemple d'un diagramme d'activité qui décrit quoi? Moi je vais le lire. Et après je vais vous dire tout ce qu'il y a ici, les explications. Ça c'est le nœud initial. Il dit que le process commence par là. La représentation, elle se fait comme ça, par un disque plein. La réception de la commande, par exemple là aussi, je suis en train de faire un cas d'utilisation de la vente en ligne. Qu'est-ce que je dis ici? À la réception de la commande, ça c'est un nœud de fusion et de bifurcation. Pourquoi? Ici c'est un nœud de fusion, c'est un nœud de bifurcation. On a un message qui est là, une transition qui est là, vous voyez? On a une transition, on a une barre, et qu'est-ce qu'il en sort? Deux. Il en sort deux actions. Ça veut dire que c'est une barre de bifurcation. Alors, à la réception de la commande, il se passe deux choses. Un, la vérification de la disponibilité du produit en stock, parce que j'ai le produit en stock. La deuxième,
il a inséré la carte, il a mis les informations sur la carte, et je vois par un tiers système, je vérifie la carte de crédit, est-ce qu'elle est valide, oui ou non. Alors là, ici et là, j'ai deux cas possibles. Si le stock est disponible, je vais par ce circuit-là. S'il ne l'est pas, je vais par ce circuit-là. Si la carte est valide, je vais par là. Si la carte n'est pas valide, je vais par ici. Alors dans ce cas ici, vous voyez que c'est le même signe, mais ils n'ont pas la même fonction. Ici, c'est un nœud de décision. Et je fais disponible. Alors, ici, la conditionnelle, comme il est représenté dans le langage de programmation, on appelle ça des gardes. La condition, ça s'appelle un garde. Et là, vous la mettez entre quoi? Entre crochets. Et le else de ça, il est normal. Ça, c'est condition de garde. Ici, c'est un nœud de décision. Ça marche? Et ici, c'est quoi? C'est un nœud de fusion. Je vais vous dire pourquoi. Alors, je vais sur le else. Soit la carte n'est pas disponible, la carte n'est pas valide, soit le produit n'est pas en stock. Moi, quand je travaille en général dans ce nœud de fusion, à l'intérieur, pour expliquer, je mets un et ou un ou. Pourquoi? Pour dire est-ce que les deux conditions ils doivent être ensemble ou l'une d'elles suffit pour passer ici. Dans notre cas, c'est un et ou c'est un ou? C'est un ou. Alors, si la carte n'est pas valide, je ne livre pas, j'arrête le processus. Si le produit n'est pas en stock, j'arrête le processus. Alors, ils se rassemblent toutes les deux. Et là, ce losange ici, c'est un nœud de fusion. Ce losange ici, c'est un nœud de décision qui définit le F et le else. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Si l'une d'eux ne marche pas, je vais annuler la commande et je fais un nœud de fin d'activité. C'est là où le process est anormalement terminé. Je peux les avoir ça, je peux l'avoir ailleurs, sur certaines conditions. Je reviens sur le cas idéal. Ça veut dire que j'ai vérifié ma carte, elle est valide. Je vérifie mon stock, il est disponible. Ici, c'est un nœud de... C'est une barre de... Hein? C'est une barre, et en fait, ici, elle fait les deux fonctions. C'est une barre de fusion, parce qu'elle regroupe deux transitions pour sortir vers quelque chose. Et le... Et c'est une barre d'union. Excusez-moi, tout à l'heure, la fusion c'était là. L'union, ici la barre d'union. Pourquoi? Parce qu'elle regroupe deux messages. De bifurcation, parce qu'il en sort deux messages. Clair? L'essentiel pour nous, ce n'est pas les nomenclatures. C'est de pouvoir représenter un diagramme d'activité correctement avec les moyens que nous offre UML. Ça, c'est le démarrage. Ça, c'est l'arrêt, la fin de notre activité, l'arrêt anormal. Ça, c'est l'action. Ça, c'est la transition. Et ça, c'est les nœuds que je peux utiliser, soit pour un nœud de bifurcation, un nœud de fusion, un nœud de décision et un nœud d'union. Après, je continue à lire. Qu'est-ce que je vais lui dire? Il va, lorsque la carte elle est valide et le produit il est disponible en stock, deux choses se font en parallèle. Je débite la carte crédit, je prends l'argent de la carte et je prépare la commande. Après, j'expédie la commande, je poste la facture et ici c'est le nœud de fin de flow. Ça s'appelle un nœud de fin de flow qui est la fin du processus voulu finalement. Parce que c'est ce circuit-là qui nous intéresse. Pour qu'on puisse
expliquer. Alors, vous voyez qu'un diagramme d'activité, il est plus souple qu'un diagramme de séquence. Il vous permet de faire de la fusion, de la bifurcation, de faire des décisions avec des if et des else qui sont pratiquement lisibles par tout le monde, de définir quand est-ce que le process peut s'arrêter anormalement. D'accord? Moi, j'utilise beaucoup les diagrammes d'activité pour expliquer soit le déroulement de méthode, soit l'explication d'un cas d'utilisation à partir d'un diagramme de cas d'utilisation. Alors, je vous laisse reproduire le même diagramme pour que vous puissiez vous habituer à ce diagramme-là. Et on va faire après des exercices là-dessus pour qu'on puisse prendre un cas qu'on connaît et qu'on mettra sous forme de diagramme d'activité. Voilà. Alors, je vous laisse cette image, vous la notez.